Bonjour tout le monde. On voit que les participants s'ajoutent à notre liste. Entre-temps, jusqu'à ce que tout le monde se joigne à nous, allez écrire dans le chat, dans le clavardage, là, si c'est votre premier webinaire avec nous, si c'est le deuxième, écrivez-nous d'où vous venez, qu'on sache là, qui est avec nous dans la salle aujourd'hui. Allez nous écrire un petit mot, qu'on puisse voir là, si on a une belle représentation. Donc, on a Joanne Koulikou, qui est troisième webinaire. Ben, re-bienvenue. Merci d'être là. Les autres participants, allez nous écrire dans le chat là, d'où vous venez, si c'est la première fois que vous venez au webinaire, deuxième, troisième. On va commencer sous peu. Donc, Jocelyne qui nous dit, née au Québec, elle habite au Yukon depuis 8 ans. C'est la première fois qu'elle vient au webinaire. On est vraiment content d'abord de vous avoir avec nous pour ce dernier webinaire. Quelques autres participants qui viennent de se joindre. Si vous allez écrire dans le chat d'où vous venez, ça va nous faire plaisir. Alors, bonjour et bienvenue à ce dernier webinaire de l'événement Plein Feu sur les projets présentés par la CUFC. Il s'intitule Plein Feu sur des formations sur mesure en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au Yukon. Je suis Nathalie Bourgoin d'Équipem, votre animatrice au cours de la prochaine heure. Vous allez assister aux présentations des initiatives de la Commission scolaire francophone du Yukon, du regroupement des parents et amis des enfants sourds et malentendants franco-ontariens, du Collège La Cité et du Réseau Santé Nouvelle-Écosse. À la suite de chaque présentation, je vais échanger brièvement avec nos invités et à la fin du webinaire, je vais les inviter à nouveau pour discuter sous cette thématique. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir poser des questions par l'entremise de la boîte questions-réponses. Alors, on commence tout de suite avec la première présentation, qui est celle de la Commission scolaire francophone du Yukon et de son partenaire, la garderie du Petit Cheval Blanc. C'est avec plaisir que nous vous présentons notre projet que nous avons pu réaliser grâce aux fonds reçus par la CUFC. La pédagogie enfant-nature est maintenant appliquée à Whitehorse au Yukon grâce à ce projet. Je m'appelle Jocelyne Isabelle, je suis la directrice de la garderie du Petit Cheval Blanc et j'ai réalisé ce projet avec Geneviève, ma collègue de la Commission scolaire francophone du Yukon, à qui je cède maintenant la parole. Donc, bonjour, je suis Geneviève Tremblay, conseillère pédagogique à la Commission scolaire francophone du Yukon. Donc, la pédagogie, nous avons eu la chance de former 34 intervenants en petite enfance avec la pédagogie enfant-nature. Pourquoi nous avons pensé à faire cette initiative? C'est que nos deux établissements sont situés sur un magnifique boisé et que les groupes d'enfants ils y vont en permanence. Et ils avaient souvent le questionnement, ben, on aurait besoin de ressources matérielles, on aurait besoin d'activités. Donc, c'est pour cette raison que nous avons eu l'idée de cette belle formation. Le fait que la formation a été donnée de façon hybride, ça a permis aux intervenants d'intégrer à leur rythme la pédagogie enfant-nature. La pédagogie enfant-nature est basée sur les 4 saisons. Ça veut dire que dans le fond, que ce soit l'été, le printemps, l'hiver ou l'automne, on peut mettre en pratique cette pédagogie. Le fait que la formation a été faite de façon intersectorielle entre la garderie et l'école, ça a permis une formation commune et les intervenants ont pu tisser des liens
Et la pédagogie a pu profiter autant aux enfants de la garderie que de l'école et va pouvoir se poursuivre aussi d'une année à l'autre. La coopérative Enfants Nature a pour logo un escargot. Pourquoi un escargot? Il y a plusieurs raisons. Alors d'abord, l'escargot vit en nature et la pédagogie Enfants Nature veut prendre le temps de toucher, de sentir, d'explorer et de prendre son temps dans la nature, tout comme un escargot le fait. Évidemment, pour tout projet, il y a différentes étapes. Alors, la première étape a été de demander aux participants quelles étaient leurs attentes et leurs objectifs. Ensuite, on a eu plusieurs rencontres organisationnelles, ensemble ici en équipe et avec la formatrice de la pédagogie Enfants Nature, pour s'assurer que la formation allait répondre à nos besoins et allait aussi être spécifique à nos besoins ici sur le territoire du Yukon. À la toute fin, on a fait un calendrier pour planifier les formations pour l'année au complet. Pendant cette formation, les 34 intervenants ont eu la chance d'avoir 12 heures de capsules éducatives sur la plateforme de la coopérative Enfants Nature. Ces capsules étaient asynchrones, donc ils ont pu le faire à leur rythme. Et ils ont eu la chance aussi d'avoir des webinaires, des formations vraiment basées sur les besoins des intervenants. Et chaque intervenant a eu la chance de recevoir une formation de 8 heures individuellement sur le terrain. À l'intérieur de notre beau projet, évidemment, on a rencontré des défis. Le premier défi, c'est qu'il y a eu un grand roulement de personnel à la garderie. Alors, on a dû retarder les formations pratiques sur le terrain pour pouvoir être certaine que la majorité de notre personnel allait être formé, que le plus de monde possible puisse en profiter. Le deuxième défi, ça a été l'adaptation des histoires à la réalité du Yukon. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, il y a les 4 saisons. Dans chaque saison, il y a des animaux, des histoires avec des animaux. Et il y a certains animaux qui font partie de la pédagogie Enfants Nature qu'on ne retrouve pas au Yukon. Alors, la coopérative Enfants Nature a adapté certaines histoires, mais ça a pris plus de temps que prévu pour les adapter. Alors ça a été un petit imprévu. Donc, il y a eu plusieurs retombées positives et de vraiment excellents résultats. Il y a plusieurs, ici au Yukon, il y a plusieurs formations de l'École de la nature, de formations sur le terrain pour les intervenants, mais c'est toujours en anglais. Nous avons eu la chance avec la coopérative Enfants Nature d'avoir une formation totalement en français. Au niveau des retombées positives, évidemment, ça a touché les enfants qui fréquentent nos établissements. Donc, en tout, 169 enfants ont pu bénéficier de cette pédagogie Enfants Nature, donc, entre l'école, la garderie et le service de garde parascolaire. En plus des enfants à l'école et à la garderie, une quarantaine de familles ont pu participer aux ateliers que la formatrice a donnés et ce ont été des ateliers qui ont été vraiment très populaires et très appréciés de nos familles. Ils en redemandent encore d'ailleurs. En plus de tout ça, on a pu partager nos connaissances et notre expertise avec les dirigeants du Nunavut qui étaient en visite au Yukon et à tous les membres de la CNPF. Si vous voulez en savoir davantage sur la coopérative Enfants Nature, vous n'avez qu'à numériser le code QR qui apparaît à l'écran, ou vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la coopérative enfantnature.org. Donc, une très belle présentation, mais avant de poursuivre la discussion sur le projet de la Commission scolaire francophone du Yukon, je vous invite maintenant à visionner une courte vidéo sur la pédagogie Enfants Nature. À la coopérative Enfants Nature, on croit que placer l'enfant au cœur de la nature est aussi important que de la protéger. On a donc développé la pédagogie Enfants Nature. C'est une approche éducative axée sur l'exploration libre, active et créative des enfants en interaction avec la nature. Et les bienfaits chez les enfants sont immenses.
La coopérative Enfants Nature offre des formations expérientielles et du matériel pédagogique pour les éducatrices, les enseignantes, les spécialistes en santé, les intervenants communautaires et les familles. Découvrez nos 16 histoires au fil des 4 saisons. L'aventure vous attend. Excellent. Alors, j'inviterai Madame Tremblay et Madame Isabelle. Bonjour. Oh, le micro n'est pas Bonjour, activé, Madame. je m'excuse. Ça va. Bonjour, Mesdames. On Bonjour, je sais attend. pas, Oui, on a perdu Geneviève. on l'a perdu. Elle va nous revenir, j'en suis certaine. On va poursuivre. Alors, 169 enfants ont déjà participé à votre initiative, en plus d'une quarantaine de familles ayant participé à un atelier informatif sur la pédagogie en nature. Bravo. Voilà Madame Tremblay qui nous revient. Alors, bravo, vraiment super. Merci, merci. Oui. On aimerait savoir en quoi la collaboration intersectorielle entre les services de garde et l'école francophone est-elle bénéfique aux tout petits? Mhm. Ben, c'est sûr qu'en débutant la pédagogie enfant nature à la garderie, les enfants apprennent à connaître les animaux, les histoires, le programme. Donc ensuite, quand ils s'en vont à l'école, ben, ils continuent leurs apprentissages. Dans le fond, ça fait un continuum entre la garderie et l'école primaire. Et ça assure une continuité entre ce qu'ils apprennent à la garderie puis à l'école. Donc ça, c'est vraiment euh, un avantage là, que nos enfants ont. Mais merci. Et puis, sur une base là, journalière, c'est quoi les impacts de l'adoption d'une telle pédagogie sur le rythme de travail du personnel de la petite enfance? Bien, comme on le disait dans la vidéo, on est situé vraiment derrière, on a un boisé juste derrière nos établissements. Donc, les enseignants, les éducateurs, les éducatrices peuvent sortir plusieurs fois dans la journée, passer à faire leurs activités à l'extérieur. On voit vraiment une diminution du stress au niveau des enfants. Les enfants qui ont besoin de bouger, ils ont l'espace pour ça. Pour les intervenants, sont moins exposés au bruit parce qu'il y a plus d'espace, on est moins dans le bruit, donc ça améliore vraiment la qualité des journées, autant des enfants que des intervenants. Oui. Bien, excellent. Merci, mesdames, de votre participation. On va se retrouver à la conclusion de la séance. On voit on a déjà des questions pour vous. Alors, on se revoit dans un instant. On poursuit avec la prochaine présentation, celle du regroupement des parents et amis des enfants sourds et malentendants franco-ontariens, le RESO. Bonjour, je m'appelle Karine Jacques Lafrance, je suis la directrice générale du regroupement des parents et amis des enfants sourds et malentendants franco-ontariens. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter notre projet Je découvre la LSQ. C'est quoi? Je découvre la LSQ, c'est une auto-formation qui vous guidera dans la découverte, l'exploration et l'utilisation des bases de la langue des signes québécoise, la LSQ, vous permettant ainsi de mieux communiquer avec un jeune enfant. Saviez-vous qu'au Canada, il y a 3 langues des signes principales qui sont utilisées par les communautés sourdes? Il y a l'ASL, American Sign Language, la LSQ, qui est la langue des signes québécoise, ainsi que la LSA, la langue des signes autochtones. Mais pourquoi utiliser la langue des signes avec un jeune enfant? Tout simplement pour enclencher et stimuler son développement langagier, parce que l'enfant peut communiquer en signes avant d'avoir acquis la parole. En pouvant communiquer, ça mène à moins de frustration, donc moins de crises, moins de pleurs, et puis l'acquisition de la langue orale n'en sera que stimulée et accélérée. La langue des signes est aussi la seule langue qui est accessible à 100% aux enfants qui sont sourds ou malentendants. Qu'ils soient sourds, malentendants ou entendants, tous peuvent apprendre et communiquer grâce à cette langue visuelle et tactile, facilitant ainsi l'inclusion de tous les enfants. Le linguiste François Grosjean disait:
On ne regrette jamais de connaître trop de langues, mais on peut regretter amèrement de ne pas en connaître assez, surtout si son propre développement en dépend. Alors, je découvre la LSQ. Qu'est-ce que c'est? On va aller regarder une petite vidéo. Vous œuvrez en petite enfance? Vous aimeriez découvrir la langue des signes pour mieux communiquer avec de jeunes enfants? Cette auto-formation est pour vous. Je découvre la LSQ est une auto-formation pour les éducateurs et éducatrices de la petite enfance pour communiquer avec un jeune enfant en langue des signes québécoise. Mais pourquoi utiliser la langue des signes pour communiquer avec un jeune enfant? Voici les principales raisons. La langue des signes peut très tôt stimuler le développement langagier du jeune enfant, ce qui lui permettra de s'exprimer avant même d'avoir acquis la parole. Les recherches démontrent que les jeunes enfants qui sont capables d'exprimer leurs besoins vivent moins de frustration et développent de meilleures stratégies pour communiquer. La langue des signes n'empêche pas le développement de la parole, bien au contraire. L'acquisition de la langue orale n'en sera que stimulée et accélérée. Et ne l'oublions pas, pour un enfant sourd ou malentendant, la langue des signes étant visuelle est une langue qui lui est accessible à 100%. Je découvre la LSQ est une auto-formation qui vous guidera dans la découverte, l'exploration et l'utilisation des bases de la LSQ, vous permettant ainsi de mieux communiquer avec de jeunes enfants. L'inclusion, c'est l'affaire de tous. Partez à la découverte de la langue des signes québécoise et amusez-vous! Alors, comme vous avez pu voir dans la vidéo, il y a beaucoup de matériel qui fait partie de cette auto-formation-là. Alors, il y a le cahier de l'apprenant qui est rempli de vidéos. Alors, des petits codes QR, il y en a partout. Sortez votre téléphone intelligent ou votre tablette. Il y a plusieurs comptines, comme vous avez pu voir un extrait de «Bonjour les amis, bonjour». Euh, Inclus dans l'auto-formation sont également 5 affiches aide-mémoire avec des courtes phrases couramment utilisées en service de garde et toute une série d'étiquettes et de pictogrammes LSQ français illustrés pour vous permettre d'avoir la LSQ à portée de la main. Alors, la mise en œuvre du projet, ça a commencé par la planification et la préparation des rencontres d'équipe. Ensuite, on a tout fait l'adaptation et la création du matériel d'appui. Il y a eu le lancement de la capsule promotionnelle que vous venez de voir. Et puis, à l'hiver 2023, on a eu la première cohorte d'éducateurs et éducatrices en service de garde inscrits. Mais les inscriptions se continuent aujourd'hui. Alors, l'équipe responsable du projet est composée majoritairement de personnes sourdes, mais aussi de personnes sourdes aveugles ou sourdes et autistes qui utilisent la LSQ au quotidien. Alors, en passant par les figurants et les figurantes que vous pouvez voir ici, les techniciens et techniciennes de tournage et de montage, le design graphique, toutes les magnifiques illustrations de la LSQ, tous et toutes pourront s'y reconnaître. Il y a de nombreux partenariats qui ont été créés dans le cadre de ce projet. Je vais mentionner ici brièvement avec Christopher Séguin, qui est représentant de l'Association ontarienne des sourds et sourds francophones, Joël Saint-Louis, qui est consultant en surdité au consortium Centre Jeux Léger, Mélanie Couturier, qui est coordonnatrice de formation à l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance, Julie Benoît, qui est professeure et coordonnatrice au programme Éducation en service à l'enfance au Collège La Cité et mère d'une enfant malentendante, et aussi moi-même, qui est directrice générale de réseau et mère d'une enfant sourde-aveugle qui communique en LSQ. Alors, pourquoi on a créé ça? C'est parce qu'il y a un réel besoin. Mais l'engouement était un petit peu moins grand qu'anticipé, mais parce que la surdité, c'est quand même rare. Ça touche un enfant sur 1000 à la naissance ou de 4 à 6 enfants sur 1000 à l'âge scolaire. Mais pour que l'enfant sourd puisse acquérir une langue, il ou elle doit y être exposé. Alors, la LSQ représente la langue des signes visuelle accessible à l'enfant sourd francophone qui lui permettra d'apprendre à lire, à écrire le français et peut-être aussi de parler. Alors, tout ce beau projet-là est arrivé à point pour répondre aux besoins uniques et spécifiques d'enfants sourds francophones à Hawkesbury, à New Liskeard, à Kingston et à Hearst. Cette formation autodirigée va permettre aux éducateurs et éducatrices de la petite enfance de s'initier à la langue des signes visuels utilisée par la communauté sourde francophone afin d'assurer l'inclusion de tous les enfants, alors qu'ils soient sourds, malentendants ou entendants, avec ou sans défi de communication, retard langagier ou trouble de la parole, francophone, anglophone ou allophone. La LSQ est une langue visuelle complète, tridimensionnelle, kinesthésique, attrayante et amusante.
Si vous avez des questions, on vous invite à communiquer avec nous. Notre courriel se trouve à l'écran. Il y a aussi le code QR. Avec la LSQ et le français, tout enfant sourd peut communiquer, réussir et s'épanouir. Merci. Bonjour, Madame La France. Votre projet, c'est tout simplement merveilleux, là. Que dire du matériel développé et accessible? Wow! Merci de votre engagement. Ben, merci à la CUFC. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Oui, vraiment beau projet. On aimerait savoir là, quels sont les impacts ou les avantages pour les enfants malentendants et entendants de l'apprentissage de la langue des signes québécoise dans les milieux de garderie en situation minoritaire francophone. Ben, parce que la langue des signes est une langue qui est très visuelle, les enfants aiment beaucoup naturellement bouger, danser, faire des gestes. Alors, c'est tout à fait naturel pour eux de vouloir, c'est ça, signer tout en parlant. Et puis, si on encourage l'utilisation de la langue des signes pour les enfants qui ont une surdité ou qui sont entendants, mais ça leur permet de pouvoir communiquer ensemble. Puis ça peut leur permettre plus tard aussi de se faire d'autres amis. Donc, une meilleure inclusion pour toutes les personnes qui utilisent cette magnifique langue-là. Mm. Et puis, comment est-ce que vous avez fait la promotion de cette auto-formation auprès du personnel éducateur? Ça s'est surtout fait à travers notre grand partenaire, soit les enseignants consultants en surdité du consortium Centre Jules Léger à Ottawa. Mhm. Eux se promènent en province et sont là pour appuyer justement les familles, le personnel en service de garde et le personnel enseignant dans les écoles qui OK. accueillent des enfants avec une surdité. Alors, ils étaient partenaires dans ce projet-ci, puis c'était eux autres les gros promoteurs de l'événement, de la formation, pardon. Oui, c'est beau. On a des questions dans la boîte de questions-réponses de la part de Martial qui demande, est-ce que les enfants entendants ont aussi appris à communiquer avec leur père? Alors, la formation, c'était une auto-formation qui a été offerte aux éducatrices et comme mentionné, les premières inscriptions se sont faites à l'hiver. Alors, on n'a pas eu, malheureusement, dans le cadre du projet, on n'a pas eu encore OK. de données sur ben, est-ce que ça s'est rendu en service de garde? OK. Fait qu'on Ouais. on est en attente pour ça, c'est beau. Une autre question aussi qui demandait, est-ce que vous avez impliqué les parents dans la démarche? Puis si oui, comment est-ce que vous avez fait? Alors, lorsqu'il y a un enfant qui est identifié avec une surdité, absolument, les parents, on les approche puis on cherche à les appuyer pour qu'ils puissent participer à des activités Mm. bilingues en LSQ et en français, qu'ils puissent prendre des cours ou des ateliers LSQ. Mais on n'a pas été approché par la part de parents d'enfants entendants pour OK. apprendre la LSQ encore. OK. Et puis, je sais qu'il n'y a pas de données comme telles, mais est-ce que vous avez eu des commentaires un peu du personnel éducateur qui ont utilisé le matériel en salle de classe, juste des commentaires qui ont été faits? Les commentaires qu'on reçoit sont toujours très positifs parce que, comme je disais, les enfants ou ben, les adultes, tout le monde aime ça faire des gestes naturels. Surtout quand il y a des gestes, des signes qui sont iconiques en langue des signes, c'est-à-dire que ça va ressembler, par exemple, le chat, on va le signer comme ça avec la moustache du chat. OK. Alors, les enfants aiment ça, dire miaou, faire le petit chat comme ça. Fait que c'est pas difficile là, de... Certains signes comme ça ressemblent beaucoup, ouais, à l'animal, par exemple. Ben, excellent. Alors, ben, merci beaucoup, là. Ne quittez pas, on se reparle à la fin, là, ensemble. On n'a pas fini avec vous. Mais on va quand même passer à la prochaine vidéo, la prochaine présentation, celle du collège La Cité en Ontario. Bonjour, mon nom est Isabelle Guérin. Je suis chargée de projets spéciaux au Collège de la Cité à Ottawa, plus particulièrement au Bureau d'assurance qualité et des partenariats en enseignement. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le microprogramme en sciences du comportement avec les enfants ayant des besoins particuliers. D'où vient cette initiative? Donc, ce que nous avons fait, nous avons créé un microprogramme en sciences du comportement avec les enfants ayant des besoins spécialisés suite à des demandes venant du secteur communautaire. Pourquoi est-ce qu'on a mis cette initiative-là en place? Vraiment pour accroître le nombre de personnes spécialisées travaillant en petite enfance, pour leur permettre d'augmenter leurs connaissances et leurs compétences spécifiques
pour œuvrer auprès des enfants d'âge préscolaire qui ont des besoins particuliers. C'est vraiment leur offrir des outils qui sont disponibles en français partout au Canada pour leur permettre de mieux accompagner la clientèle. Cette formation-là est disponible et accessible partout au Canada et en Ontario et elle est vraiment réalisée spécifiquement pour les besoins francophones. La description du projet. Donc, pour parler du projet, on a développé vraiment un cours c'est un micro-programme composé de 9 unités d'apprentissage. Donc, le micro-programme se découpe en 3 cours de 42 heures, qui est offert complètement en ligne, donc de manière autonome. Les candidats qui s'y inscrivent, les éducateurs et éducatrices qualifiés qui souhaitent parfaire leurs compétences peuvent s'inscrire à la formation et ils peuvent la suivre selon leur horaire, peu importe la journée de la semaine. L'élaboration de la stratégie de promotion vraiment va se faire auprès des éducateurs directement au niveau communautaire, auprès des partenaires du réseau francophone canadien avec l'appui du ACUFC et nos autres partenaires et aussi à l'interne au niveau de l'établissement collégial La Cité. Ce qu'on souhaite vraiment avec cette formation, c'est de la rendre disponible à tous les organismes partenaires en Ontario et ailleurs au Canada. Donc, la diapo actuelle que vous voyez représente vraiment la manière dont on a découpé le micro-programme pour faciliter l'apprentissage des candidats. Donc, on a choisi de vraiment le faire sous forme de différentes unités d'apprentissage et sectionnées en parties. Donc, le micro-programme a 3 parties et chacune des parties est composée de 3 unités d'apprentissage de 14 heures. Au niveau du développement du contenu, donc chacun des contenus est autonome. Donc, une personne pourrait choisir d'aller suivre la partie 1 parce qu'en lisant les descriptions de chacune des unités, peut-être que ces compétences-là lui conviendraient mieux. Par contre, un autre candidat va peut-être choisir de les faire dans l'ordre ou simplement de faire la partie 3 parce que pour lui, ce qu'il souhaite faire, c'est vraiment aller chercher de nouvelles compétences dans un élément vraiment spécifique au niveau des besoins particuliers des enfants de 0 à 12 ans. La mise en œuvre de l'initiative. Donc, pour avoir été en mesure de développer cette initiative, les premières étapes ont vraiment été de mettre sur pied puis d'écrire les compétences puis le profil de sortie des personnes diplômées du micro-programme. Donc, qu'est-ce qu'on souhaitait qu'ils soient en mesure de faire à la fin du micro-programme? Ensuite, on a vraiment ciblé les activités d'apprentissage, les apprentissages qu'on souhaitait qu'ils soient capables de réaliser concrètement auprès des jeunes. Et ensuite, l'autre étape qui a suivi, ça a été de travailler avec les experts de contenu pour pouvoir développer justement au niveau des contenus, des lectures, des activités d'apprentissage et aussi des évaluations formatives qui vont permettre justement aux candidats qui suivent la formation de pouvoir s'auto-évaluer au niveau de ce qu'ils ont appris justement au niveau des connaissances et des compétences. L'autre étape, là, on parle vraiment du contenu en tant que tel. L'autre étape, une fois que le contenu a été développé et travaillé avec les experts, on a travaillé avec une autre équipe qui est l'équipe de développement et de mise en ligne, donc concepteur pédagogique, pour être capable de scénariser le contenu et de l'intégrer sur les plateformes de cours en ligne. Donc, ça a été une étape aussi qui a pris quand même plusieurs semaines. Et nous sommes très contents du produit final. Et ensuite, comme dans tout bon projet, ben, on est dans la mise en œuvre et avec les stratégies de communication. Donc, actuellement, on est rendu à la 2e cohorte. Il y a 17 candidats qui sont inscrits et qui suivent le cours présentement. Et en janvier, on est dans la promotion pour janvier aussi actuellement. Donc, les prochains candidats pourront poursuivre la formation. Les défis qu'on a rencontrés durant le projet, durant la mise en œuvre et le développement du projet, touchaient vraiment au niveau des ressources humaines, donc le recrutement et la rétention des experts de contenu spécialisés.
Donc, on a eu à embaucher à plusieurs reprises différents experts pour différents contenus spécifiques et aussi différents concepteurs pédagogiques lorsqu'on a été rendu à faire la mise en ligne du projet. Les solutions qui ont été apportées, donc vraiment garder une communication constante et ouverte avec les organismes externes pour être en mesure d'identifier justement les besoins au niveau des contenus et aussi les experts de contenu pour nous aider à développer les éléments de contenu et d'apprentissage qui iraient dans chacune des unités. Ce qu'on a fait aussi pour s'adapter, on a fait des révisions du plan de travail en mode continu et aussi pour pouvoir ajuster les échéances pour être en mesure de livrer le projet aux dates escomptées. Donc, on a vraiment fait un travail d'harmonisation entre les différentes équipes, donc le gestionnaire de projet, les équipes de conception et aussi au niveau de l'intégration, puis de la promotion par la suite qui est actuellement en cours avec la formation continue au collège. Donc, au niveau des résultats, vous pouvez voir à l'écran que nous sommes rendus à une 3e offre pour l'hiver 2024. La première cohorte a eu lieu au printemps 2023. La 2e cohorte est actuellement active avec 17 inscriptions. On continue la promotion avec le secteur marketing du collège et le secteur de la formation continue actuellement. On travaille aussi avec les médias traditionnels et les médias sociaux pour en faire la promotion au sein des communautés francophones en Ontario et au Canada. Les résultats pour la communauté francophone, c'est vraiment d'offrir une formation spécialisée, courte, souple et adaptée aux besoins de la communauté. Cette formation peut être suivie à n'importe quel jour c'est une formation autonome et en mode continu en français. Elle est disponible à travers la formation continue du Collège La Cité. Et ce sont vraiment des outils spécialisés dans le domaine du TSA et des troubles du développement cognitif. Si vous voulez en apprendre davantage sur cette initiative, je vous invite à numériser le code QR que vous voyez à l'écran. Et pour toute autre question supplémentaire que vous auriez par rapport au projet, je vous invite à communiquer directement avec moi à l'adresse courriel indiquée à votre écran. Donc, bonjour, Madame Guérin. Merci pour votre présentation. C'est vraiment une formation tellement nécessaire dans le milieu de la petite enfance. Félicitations d'avoir réalisé ce beau projet. Merci. Merci pour l'invitation aujourd'hui, d'ailleurs, pour présenter les projets qu'on a pu faire grâce à l'appui financier de la CUFC. Oui, excellent. Ouais. On aimerait savoir en quoi est-ce que le format d'un micro-programme est optimal pour le développement des compétences chez le personnel éducateur. L'avantage d'un micro-programme, puis la raison pourquoi on a choisi justement ce format-là, c'est que on n'était pas obligé de développer un programme de 800, 1000 heures là, comme un grand programme. Donc, les micro-programmes nous offrent justement cette flexibilité-là de choisir le nombre d'heures et de le découper justement comme nous, on l'a fait là en différentes sections, comme nous, on appelle les unités d'apprentissage. Donc, chaque unité a 14 heures. Donc, comme j'ai dit dans la présentation, un candidat qui a peu d'heures et veut se spécialiser dans un élément plus spécifique peut le faire justement à la carte. Puis ensuite, s'il veut continuer, il pourra poursuivre ses apprentissages. Mais c'est vraiment la flexibilité qu'offrait le micro-programme. C'est la raison pourquoi on a choisi ce format-là. Excellent. Merci d'avoir élaboré. Et aussi, quelles sont les premières réactions des apprenants, des apprenantes lors de la participation aux 3 cours de formation et quels sont les commentaires que vous entendez? Bien, actuellement, vu qu'on est dans la 2e cohorte, à la première cohorte, je n'ai pas le nombre exact de candidats qui étaient inscrits. À la fin des formations, on demande toujours que les candidats remplissent des formulaires de rétroaction pour que nous, on puisse ajuster aux besoins en fonction des rétroactions. Puis je vous dirais qu'on est dans cette phase-là, vu que c'est quand même assez nouveau là, au niveau de la mise en œuvre. Les résultats, en fonction des rétroactions, vont être plus, je dirais, visibles là, quand la session de l'automne va être terminée, qui s'achève là tout prochainement. On pourra être en mesure justement de peut-être plus exposer les résultats en lien avec la rétroaction des candidats. Okay.
Et puis, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'outils qui visent à accompagner le personnel en petite enfance dans ses interventions quotidiennes auprès des enfants concernés? La manière dont chacune des activités a été développée, il y a eu des mises en situation qui ont été écrites. Puis ça, c'est vraiment les experts de contenu sur le marché du travail qui ont pu, dans le fond, nous permettre de développer ces mises en situation. Donc, le candidat qui suit le cours va avoir différentes mises en situation et va pouvoir, suite aux compétences qui sont ciblées, mettre justement à profit ce qu'il aura acquis comme nouvelles compétences pour appuyer les élèves euh, ou les jeunes qui l'appuient là, dans le cadre de ses fonctions professionnelles. Excellent. Mais merci beaucoup, Madame Guérin, de votre engagement à ce projet. Restez avec nous, on va se trouver à la fin du webinaire. Merci. On termine cette série de présentations avec celle du réseau santé de la Nouvelle-Écosse. Alors bonjour, mon nom est Mylène Do. Je suis ici pour vous parler du projet Bleu, bien libre et unique dès la petite enfance. C'est un projet que j'ai co-développé avec le réseau Santé Nouvelle-Écosse, le réseau Santé en français de Terre-Neuve et Labrador, et également avec l'expertise de Annie Aimé, psychologue et chercheur de l'Université du Québec en Outaouais. Le projet Bleu est une formation axée sur l'image corporelle et l'estime de soi pour les milieux de la petite enfance dans les communautés francophones en situation minoritaire. Donc, le but de l'initiative était vraiment de développer une formation qui était en lien avec les besoins exprimés par les communautés de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve et Labrador, des communautés francophones bien évidemment, et aussi d'aider à développer l'expertise des éducateurs et éducatrices dans les milieux de garde afin qu'ils puissent développer avec les enfants une image corporelle positive, donc soit en réflexion par rapport à eux-mêmes et aussi par rapport à leurs interactions avec les enfants, d'aider les enfants à être bien dans leur corps et aussi au niveau de la relation avec l'alimentation. Donc, le projet, pourquoi faire une formation sur l'image corporelle? On le sait tous que les insatisfactions corporelles sont très présentes et ce, à tous les âges. Les gens sont souvent surpris de penser que dès la petite enfance, un enfant va être bien dans son corps ou moins bien dans son corps, mais les études démontrent que même dès l'âge de 3 ans, les enfants associent le fait à être gros comme étant négatif et à être mince comme étant positif. Donc, il y a vraiment une influence par rapport au discours autour d'eux, aux messages qu'ils peuvent voir dans les médias, à la télévision, dans les contes pour enfants. Donc, tous ces messages-là vont vraiment influencer la perception de l'enfant. Donc, c'est important d'agir dès un jeune âge. On sait aussi que les préjugés par rapport à l'apparence sont encore très présents dans notre société. Et on sait aussi que ces conséquences sont très présentes à long terme. Donc, si on n'agit pas dès un jeune âge, les répercussions peuvent être grandes et peuvent affecter le développement de l'estime de soi de l'enfant, de sa capacité de bien se nourrir, aussi la capacité de bien se sentir dans son corps. Bien évidemment, on sait qu'avec la pandémie, la consultation des médias sociaux a augmenté, notre niveau d'activité physique a également changé, ainsi que la manière dont on s'est nourri pendant cette période-là. Donc, tout ça a eu un impact sur notre corps, sur notre perception de comment on se sent dans notre corps, qui ont accentué, bien évidemment, les insatisfactions corporelles. Les communautés acadiennes et francophones en situation minoritaire ont aussi très peu de ressources en français à leur disposition. Donc, cette formation-là venait ajouter des connaissances et aider les communautés au niveau de la petite enfance à être mieux outillées, à bien soutenir le développement des enfants francophones dans leur communauté. Donc, Bien libre et unique dès la petite enfance, c'est une initiative où on a amené ensemble un groupe d'experts, soit des expertises au niveau de la thématique de l'image corporelle, mais aussi de l'expertise terrain dans la petite enfance et aussi en situation minoritaire. Donc, la formation a vraiment utilisé une approche de former les formateurs. Donc, on a formé un groupe d'experts dans le milieu en tant que tel afin qu'eux puissent par la suite offrir la formation.
C'était une formation clé en main avec un manuel de formation qui a été développé avec toute la science autour de l'image corporelle et de l'estime de soi. Il y a aussi un cahier du participant qui a été développé, ainsi que des vidéos avec des mises en situation qui ont été filmées et faites en Nouvelle-Écosse, dans le milieu francophone en situation minoritaire, pour s'assurer de bien démontrer des exemples qui sont réels pour les milieux de garde dans ces niveaux-là. Dans ces milieux-là, c'est-à-dire. Donc, les étapes du projet, le projet a débuté en mars 2022. On a eu la chance de rencontrer des experts de différents milieux, entre autres une équipe de l'Australie qui avait déjà implanté une formation similaire en milieu de garde. Donc, on a pu s'inspirer de leurs travaux et de développer un partenariat avec eux. On a consulté aussi un comité d'experts, un comité aviseur terrain qui a pu nous aider dans le développement du contenu. Par la suite, à l'automne 2022, on a formé 9 formateurs et formatrices en mode virtuel afin qu'ils puissent par la suite offrir la formation en octobre et en novembre en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-Labrador. Puis, on a aussi mis en place un sondage afin de connaître l'impact de cette formation-là. Donc, on a pu sonder les éducateurs et éducatrices avant la formation afin de connaître leurs connaissances par rapport à l'image corporelle et leur perception aussi d'eux-mêmes et comment interagir, leur rôle par rapport à ça dans le développement des enfants. Et on a pu les questionner après la formation pour bien évaluer si la formation avait eu les effets désirés. Donc, comme je l'ai nommé, tout ça a été fait grâce à un groupe de partenaires. Donc, il y avait les centres de petite enfance francophones des 2 provinces. On avait aussi le Centre de ressources pédagogiques pour les parents de la Nouvelle-Écosse, la Fédération des parents de la Nouvelle-Écosse. Il y avait aussi un représentant de l'Université Sainte-Anne par rapport au programme pour former les éducateurs et éducatrices en petite enfance. On avait aussi une expertise au niveau de l'image corporelle qui provenait du Québec, l'organisme Équilibre, qui a une expertise depuis plusieurs années dans ce domaine-là. Et on avait, comme je l'ai nommé auparavant, une chercheure de l'Université du Québec en Outaouais qui a co-développé le contenu de la formation, Dr. Annie Aimé. Donc, les défis de notre initiative, vous pouvez bien vous imaginer que l'image corporelle, c'est un domaine très vaste. Donc, ça a été assez complexe de sélectionner le contenu qu'on voulait inclure dans nos formations. C'était un délai de temps aussi qui est assez rapide. On a dû tout former dans un délai de moins de 8 mois. Du contenu à la formation qui a été offert aux éducateurs et éducatrices. On a dû aussi s'adapter par rapport à la portion de former les formateurs qui a été fait en mode virtuel. Donc, ça a été un peu plus difficile de travailler en mode virtuel pour former les formateurs. Et bien évidemment, le contenu suscitait beaucoup d'intérêt, donc la formation aurait pu se rallonger beaucoup à ce niveau-là. Donc, on a dû vraiment cibler certains points. Au niveau de l'impact de l'initiative, donc, il y a eu l'intégration de connaissances. On a pu évaluer ça grâce à nos sondages avant et après la formation. On a vu que les éducateurs et éducatrices ont vraiment changé leur discours par rapport à leur propre image corporelle et aussi au discours qu'ils pourraient avoir en présence des enfants. Il y avait une meilleure compréhension de leur rôle de modèle. Puis aussi, il y a certains éducateurs et éducatrices qui nous ont consultés suite à la formation pour nous demander des conseils et comment mieux jouer leur rôle dans le développement des enfants. Donc, ce fut un impact très positif. On a eu également des demandes de d'autres provinces afin d'offrir cette formation-là par la suite dans leur milieu. On a aussi, au niveau de Terre-Neuve-Labrador, les Association of Early Childhood Educators a officiellement reconnu notre formation dans leur programme de certification des éducateurs et éducatrices en petite enfance. Le Centre d'appui de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse a également proposé d'intégrer la formation dans leur offre de services. On a initié également des discussions avec le programme collégial à l'Université Sainte-Anne afin que des portions de notre formation soient intégrées dans leur curriculum. Et comme je l'ai mentionné, on a vraiment eu des sollicitations de d'autres milieux afin de l'offrir, notamment aussi des milieux anglophones.
Donc, je vous invite à communiquer avec Pierre Rouanet, le directeur du réseau Santé Nouvelle-Écosse, pour plus d'informations sur cette initiative. Et j'aimerais terminer en remerciant l'ACEFC pour leur soutien financier, ainsi que tous ses partenaires pan-canadiens, sans quoi ce projet n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, merci encore pour ce soutien et cet apport financier au projet. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Do. Merci pour ce projet novateur. C'est tellement important de développer des relations saines avec l'alimentation et surtout dès un jeune âge. Alors, bravo d'avoir pensé à cette initiative. Merci de votre accueil aujourd'hui. Selon vous, quelles sont les raisons d'encourager les éducatrices et les éducateurs à développer une image corporelle positive? L'image corporelle, c'est vraiment omniprésent. Au courant de notre journée, la façon dont on s'habille, la façon dont on se lève, comment on se sent par rapport à nous-mêmes. Donc, si on se lève le matin avec une sensation qu'on ne s'aime pas, on ne se trouve pas beau, on ne se trouve pas belle, on ne se sent pas bien dans notre corps, ça peut avoir un impact sur notre manière d'agir, sur nos actions tout au long de la journée. Donc, en travaillant sur nous-mêmes, les éducateurs et éducatrices ont pu vraiment apprendre à valoriser leur corps pour les fonctions que leur corps amène et non nécessairement sur l'apparence externe. Donc, en travaillant avec cette base-là sur s'aimer soi-même, être prêt à accepter notre corps comme il est, accueillir la diversité, ça leur permet par la suite d'être un modèle pour les enfants. Donc, le discours va changer, leurs actions vont changer. Donc, ça part vraiment de l'interprétation du sentiment qu'ils ont d'eux-mêmes. Puis, c'est vraiment un élément clé pour leur permettre de jouer un rôle positif au niveau du développement des enfants à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que notre formation intègre beaucoup une réflexion par rapport à soi-même et nos paroles, nos discours, même en présence des enfants, même si notre discours ne s'adresse pas nécessairement à l'enfant, toutes nos actions et nos discours qu'on a en présence des enfants peuvent avoir une influence. Donc, c'est important pour nous de travailler vraiment étroitement avec les éducateurs et éducatrices. Oui, super. Mais aussi, de quelle façon le développement d'une image corporelle positive dès la petite enfance permet de développer des bonnes pratiques et de devenir des modèles positifs? Dans le fond, on est à un stade vraiment de développement de l'enfant à plusieurs sphères. Donc, par rapport à sa propre identité lui-même, qui il est, est-ce qu'il est unique, est-ce qu'il est différent des autres, est-ce qu'il est pareil comme les images qu'il voit à la télé, dans les contes de Disney, dans les livres qu'il lit. Donc, de travailler vraiment à un jeune âge, on a l'occasion de partir du bon pied. Donc, de partir avec des éléments qui sont positifs puis qui vont vraiment agir à plusieurs niveaux dans son développement, au niveau de son estime de soi, au niveau de ses capacités physiques, ses capacités d'interagir avec les autres. On a même des études qui démontrent un lien avec la persévérance scolaire par la suite, à la capacité de s'adapter à l'école, aux réflexions par rapport à l'intimidation qui sont souvent reliées à l'apparence physique de quelqu'un. Donc, c'est vraiment des outils qui apprennent aux jeunes à vraiment aimer qui ils sont, qui est l'élément clé de l'identité. Puis en pouvant le faire dans leur propre langue aussi, c'est d'accepter aussi la diversité, puis que la diversité, c'est bien d'être unique, c'est bien d'être différent, même si on ne parle pas la même langue que beaucoup de gens dans notre milieu quand on est en situation minoritaire, bien, l'acceptation de soi fait partie de ces éléments-là. Donc, l'acceptation de la diversité corporelle amène aussi l'acceptation de la diversité à plusieurs niveaux de la vie. Donc, ça englobe un peu dans ce sens-là. Oui, ça touche à beaucoup de choses. Excellent. Et puis vraiment, concrètement, à la suite de la formation suivie, quels sont les changements les plus notés dans la manière de communiquer avec les enfants? Qu'est-ce que vous avez Bien, un exemple clé qui nous a été présenté lors de la formation, c'est souvent quand on accueille les enfants le matin, on a souvent le réflexe de dire « Ah, t'es beau, t'es belle ». C'est souvent un commentaire qu'on va dire « Ah, la petite fille est belle, ah, t'as de l'air fort, ah, t'as de l'air… » Tu sais, moi, tes bras, on dit ça aux garçons de façon automatique. C'est quasiment omniprésent dans notre société de faire ça. Puis les éducatrices ont pu se rendre compte qu'en disant ça, bien, ce que ça fait pour l'enfant, c'est qu'il associe son désir d'être aimé, d'être accueilli
selon son apparence corporelle. On a même eu l'exemple d'une éducatrice qui a dit moi, ma fille, une journée, est revenue de l'école, puis elle me dit qu'elle avait eu une mauvaise journée parce que l'éducatrice ne lui avait pas dit qu'elle était belle aujourd'hui. Donc, très rapidement, les enfants vont associer cet accueil-là, cet amour-là qu'elles vont recevoir au commentaire qui est en lien avec leur apparence, ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut faire comme éducateur, Non, éducatrice. absolument. Donc, simplement cet exemple-là de comment accueillir puis comment valoriser un enfant au lieu de le valoriser sur son apparence, mais de le valoriser sur ses fonctions, ses habiletés, puis de vraiment axer nos commentaires, même s'ils sont positifs, ça peut avoir un effet négatif sans qu'on s'en rende compte. Donc, juste en changeant des petites choses comme ça, les éducateurs et éducatrices on a vu un déclic dans leurs yeux en disant « Oh mon Dieu, je n'avais pas réalisé que même si je leur donnais un commentaire positif, ça pourrait avoir un effet qui est contraire à ce que je voulais faire. » Donc, c'est ça, des éléments concrets comme ça qu'on ne se rend pas compte, qui sont vraiment très banals dans nos vies, mais juste en changeant ça, ça peut avoir un impact assez majeur. Oui, quelque chose de gros. Oui. Excellent, mais merci pour le partage. On vous demande de rester ici, mais je vais aussi accueillir nos autres invités là, à se joindre à nous pour la discussion de groupe. Avant d'aller voir les questions dans la boîte de questions-réponses, j'aurais une première question là, pour tout le monde ici. Selon vos expériences respectives, quelles sont les raisons d'impliquer les collectivités francophones dès l'étape de l'identification des besoins en formation? Alors, on peut fonctionner de façon un peu informelle. Vous me faites signe là, si vous voulez, si vous êtes prête à répondre à la question, si vous voulez ajouter des points. Oui, allez-y, Madame Guérin. Donc, pour nous, là, quand on développe une formation telle que le microprogramme pour appuyer les éducateurs et éducatrices, donc c'est vraiment qu'il y a un besoin qui est dénoté par la communauté ou par certains professionnels, par un domaine en particulier, parce que s'il n'y a pas de besoin, puis on crée une formation de notre cru, ben parfois ça ne répond pas nécessairement aux besoins, mais en ayant justement un besoin qui est identifié, que la communauté vient vers nous et dit on aurait besoin d'une formation spécialisée dans un domaine bien particulier. Pour nous, c'est beaucoup plus facile de développer un produit qui est fait sur mesure et qui répond à la clientèle. Fait que moi, je répondrais en disant ça simplement. Excellent. Est-ce que, oui, on voit, il y a des points à ajouter. Allez-y de votre part, Madame Lafrance. Oui, nous aussi, notre projet est né d'un besoin. C'était des services de garde qui accueillaient des enfants avec une surdité puis qui ne connaissaient pas cette langue-là. Alors, définitivement que notre formation a été bâtie à cause de ce besoin-là. Mais aussi, un autre point que je voulais apporter, c'est que parce que spécifiquement notre formation n'était pas en français, mais notre formation est bien en langue des signes québécoise, qui est une autre langue, mais qui est celle utilisée par la communauté sourde francophone. C'était vraiment important pour nous d'impliquer aussi la communauté sourde dans le développement de ce projet-là, parce que c'est leur langue. Alors, comme on ne demanderait pas à un anglophone de venir enseigner le français dans nos services de garde ou dans nos écoles, on a impliqué des personnes sourdes dès le départ. Excellent, excellent. Madame Do, Madame Tremblay, Madame Isabelle. Oui, allez-y, Madame Isabelle, la parole est à vous. Moi, ce que j'avais le goût de dire, c'est que quand on crée une formation selon des besoins, la formation est toujours bienvenue et les gens sont plus participatifs, sont plus enclins à y participer puis à l'assimiler, je dirais. Et moi, ce que j'aime aussi d'aller vers les communautés francophones, ben, c'est que ça devient aussi des formations données par et pour des francophones. Puis ça, c'est très important pour nous. Oui, oui, super. Je peux peut-être Je rajouter vois un Madame Do, élément. oui, qui fait des signes que oui, là, vous êtes d'accord, allez-y. Oui, dans le fond, je pense que oui, effectivement, Madame Isabelle, vous avez amené un bon point de le par et pour. Puis je pense que ce qu'on a voulu faire aussi dans notre initiative, c'est de développer l'expertise
terrain dans ces milieux-là. Donc, on a voulu outiller, dans le fond, les francophones et les Acadiens de la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve. Donc, non seulement on répondait à un besoin, mais on développait aussi l'expertise dans le milieu en tant que tel pour que le projet puisse vivre après que la phase initiale s'est terminée. Donc, quand on répond réellement à un besoin qui est présent, puis dans le fond, un élément aussi, nous, c'est en lien avec la santé mentale. Donc, on sait que la santé mentale, c'est beaucoup parler, c'est exprimer nos émotions. Donc, si ça ne se fait pas dans notre langue, c'est beaucoup plus difficile de s'exprimer puis de parler de nos émotions dans une langue seconde. Donc, je pense d'avoir accès dans leur langue, c'était un élément positif aussi qui avait été exprimé par la communauté. Ben, excellent, merci beaucoup. On va passer aux questions maintenant de notre auditoire. Il y en a une qui est là depuis tantôt. Désolée de vous avoir fait attendre aussi longtemps, là, notre spectatrice qui a écrit la question. C'était une question qui était vraiment pour Madame Geneviève Tremblay, Madame Jocelyne Isabelle. On demande, est-ce que vous avez dû revoir les normes de sécurité pour les enfants? On se retrouve souvent limité par ces normes. Ben, c'est vrai qu'on peut être limité avec les normes, surtout en garderie. Par contre, c'est une pédagogie, hein, la pédagogie enfant nature. Donc, il y a pas de règles établies pour pouvoir mettre en application le programme. Donc, on peut adapter l'application du programme à nos réalités tout en respectant les normes. En même temps, c'est de l'école qui se fait dans la nature. Alors, dans la nature, les normes de sécurité, bon, demeurent les mêmes que si on va prendre une marche dans la rue ou aller en quelque part, mais il n'y a pas de normes établies au niveau des règlements. Donc, non, on n'a pas dû adopter du tout nos façons de faire aux normes. On a juste continué de mettre en pratique les normes de sécurité qu'on prend quand on va prendre des marches ou aller dans le bois ou Habituel. Oui. à l'extérieur. Exactement. Oh, super. Je ne sais pas si ça répond, là, mais je pense que oui. Vous voulez qu'on élabore un peu plus? Allez écrire dans la boîte de questions-réponses sur le babillard. On a une question de la part de Véronique Emery. Est-ce que vous verriez la pédagogie en nature adaptée à d'autres communautés un peu moins rurales, donc dans nos villes? Oui, mais ça peut s'appliquer même dans des parcs de ville où c'est vraiment une pédagogie qui peut s'implanter. On n'a pas besoin d'avoir un boisé au complet, donc c'est vraiment facilement adaptable, même dans des cours de récréation, s'il faut, parce que les histoires, les activités, tout ce qui est relié à la motricité fine, motricité globale, c'est vraiment facilement adaptable partout. Il faut juste être à l'extérieur. Super, vraiment, oui. Ça enchaîne bien avec la prochaine question. On demande comment pourriez-vous rendre les formations et outils accessibles aux milieux minoritaires des autres territoires et provinces? Et la question est posée à tout le monde. Mhm. Ben, dans notre cas, c'est sûr qu'il pourrait dans le cas de notre projet, c'est sûr qu'ils pourraient prendre contact avec nous pour on pourrait leur partager ça a été quoi notre expérience. Mais pour pouvoir mettre en application la pédagogie enfant nature, il faut suivre la formation avec la coopérative enfant nature. Donc, c'est sûr que pour pouvoir, tu sais, nous, on l'a partagé un peu dans notre réseau, on a démontré comment c'était utile pour nous. On a présenté un peu les histoires. Mais pour le reste, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on peut transmettre nous-mêmes. Il faut vraiment avoir suivi la formation avec la coopérative. Mais c'est possible. Les autres, pour vos projets, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais Oui, dans le Madame fond, Finance. allez-y. Tu peux y aller si tu veux, c'est correct? C'est correct. Pour notre part, la formation, ça a été développé comme une auto-formation. Alors, c'est vraiment accessible à n'importe qui au Canada qui voudrait s'inscrire et suivre cette formation-là. C'est sûr qu'en ce moment, on offre aussi de l'appui en virtuel une fois par mois pour permettre aux personnes qui sont en train de compléter cette formation-là de pouvoir nous poser des questions. Alors, on est une petite équipe, mais s'il y a un enfant qui a une surdité en quelque part au Canada français,
puis qui a des questions à propos de la langue des signes québécoise, qui aimerait apprendre cette langue-là ou découvrir un peu ce qu'on fait comme organisme qui représente les parents francophones en Ontario, d'enfants sourds, ils peuvent communiquer avec nous. Merci. Excellent. Merci. Vous pouvez y aller, Madame Do. Mais dans le fond, comme je l'ai mentionné tantôt, nous, on a vraiment travaillé avec les milieux en tant que tels pour développer l'expertise dans les milieux. Donc, c'est certain qu'on a une ouverture à grandir ça pour former de l'expertise un peu partout. Donc, ce serait de communiquer avec Pierre Rouanet, mais on est en train de maintenant travailler sur des développements de d'autres avenues pour justement rendre la formation accessible ailleurs au Canada également, pour encore développer l'expertise dans les milieux en tant que tel pour que ça vive aussi de plus en plus au-delà de juste le groupe du projet en tant que tel. Parfait. Madame Guérin, avez-vous des points à ajouter là-dessus? Ben, moi, ajouter, mais complémentaire, nous, on a un petit peu le même format, je dirais, que le projet là, que Karine a présenté aujourd'hui. Donc, notre formation est autoportante, elle est offerte en ligne. Donc, oui, elle est disponible à la grandeur du Canada, mais le défi, puis dans le fond, les éléments sur lesquels on travaille, c'est au niveau de la promotion dans les réseaux, euh, les plateformes, où est-ce que les gens peuvent connaître justement les formations qui sont disponibles pour pouvoir s'y inscrire. Donc, c'est le prochain travail là, sur lequel on se penche vraiment là, au niveau de la promotion pour que le projet puisse vivre dans le temps. Puis tantôt, je parlais d'un petit peu de rétroaction. Donc, c'est certain que quand on fait des formations en ligne au collège, ben, la rétroaction est super importante, la rétroaction des candidats pour qu'on puisse améliorer le projet. Même s'il a fait la séquence du plan de travail, comme on appelle, bon, le projet est officiellement terminé, mais en vrai, il continue, les étudiants, les candidats étudiants s'inscrivent, suivent la formation, on donne une rétroaction, puis nous, ben, on met à jour en continu là, les formations, s'il y a des défis, s'il y a des éléments qui sont plus à jour. Donc, ça nous permet justement de pouvoir faire les suivis là-dessus. Mais au niveau de la promo, c'est vraiment, je dirais que c'est le réseau francophone canadien qui peut nous aider, nous appuyer pour la promotion des projets. Là. Okay. Excellent. Une Nathalie, allez-y, oui, allez-y, Madame Isabelle. Oui, je m'excuse. C'est juste parce que pour continuer de répondre à la question de Mme Emery qu'elle a posée tout à l'heure, dans la pédagogie enfant nature, il y a des histoires, OK? Donc, elle posait la question si c'est possible de le faire dans un milieu qui est moins boisé. Bon, donc, il y a l'histoire, puis après l'histoire, il y a des réflexions à faire. Puis, entre autres, je vous donne un exemple avec les ours. Qu'est-ce que j'apprends de la nature? J'apprends que les oiseaux chantent au printemps. Ben, les oiseaux chantent au printemps en ville, chantent au printemps dans la forêt. Donc, c'est juste pour donner l'exemple que ça peut très bien s'adapter à un milieu de ville. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Oui, merci de donner un exemple. Ça l'éclaircit vraiment les possibilités. Merci. La prochaine question pour tous nos panélistes. Selon vous, quelle forme pourrait prendre un système d'accompagnement post-formation des apprenants, des apprenantes et qu'est-ce qui doit être pris en compte, qui est un incontournable dans la mise en œuvre d'un tel système? Question à deux parties un peu. Oui, Madame Do, allez-y. Je pense que, évidemment, développer une communauté de pratique avec des échanges, c'est sûr que pour mettre ça en place, il faut avoir quelqu'un qui chapeaute la communauté de pratique puis qui permet ces échanges-là. Mais je pense que d'avoir des possibilités d'échanger sur des cas réels, peut-être dans l'application de ces formations-là, dans la mise en place des choses, des exemples, une avenue où les gens peuvent échanger. Je pense que c'est très important. Puis je pense dans le cas de notre formation, qui est vraiment en lien par rapport à des enjeux d'estime de soi, de santé mentale, de respect de soi-même. On a pensé à faire quelque chose en mode virtuel. C'est très difficile en mode virtuel parce qu'on parle des émotions, on parle
de faits vécus, on parle de choses qu'on peut avoir vécues dans de l'intimidation par rapport à notre corps qu'on aurait pu vivre quand on était jeune. Donc, ça vient chercher des aspects émotifs. Donc, de faire tout en mode virtuel, ça devient plus difficile ou en mode visionnement automatique. Donc, pour nous, la capacité d'échanger, d'avoir des communautés de pratique avec des rencontres, puis de peaufiner aussi l'expertise, de partir de faits vécus. Donc, ça nourrit beaucoup les échanges, ça nourrit beaucoup la formation en tant que telle. Donc, je pense d'avoir cette capacité-là, mais bien évidemment, il faut avoir quelqu'un qui est assigné à gérer cette communauté de pratique-là, à s'assurer aussi de la qualité de la formation qui est déployée après dans les milieux. Il faut avoir cette expertise-là qui est là. Mais je pense que c'est important de le faire, puis surtout dans certaines thématiques dont j'ai mentionné déjà, qui touchent plus les émotions, le côté émotif ou l'identification de soi qui sont importants de le faire en dialogue et en parler au lieu de toujours être en mode virtuel. Oui, que ça reste des partages tu sais, généreux, intimes, privés. Inclusif aussi. Ouais. Donc, oui, puis des fois, ça vient nous tirailler, ça vient chercher des choses par rapport à nos conceptions, par rapport à des normes sociales qui existent. Donc, dans le cas de notre thématique à nous, je pense que c'est important d'avoir cette possibilité-là de dialoguer avec des gens en vrai. Oui, absolument. Et merci pour le partage. Est-ce que quelqu'un aimerait partager leur côté? Oui, Madame Lafrance? Je pense que Mylène apporte un bon point, c'est qu'on a besoin d'échanger avec d'autres personnes qui ont soit suivi la même formation ou qui vivent la même réalité, qui rencontrent des enfants qui font face, par exemple, aux mêmes défis. Puis là, on peut dire, ah, ben, on a fait ça comme ça, puis on a eu cette idée-là, puis là, l'autre personne a fait ça comme ça, puis le parent a fait ça, puis c'est là qu'on apprend ensemble, dans le fond. Oui, des échanges en confiance comme ça. Mm-hmm. Oui. Super. Madame Isabelle, vous faites signe que oui, là. Je disais oui parce que j'étais en accord avec Karine et Mylène, mais je peux ajouter un petit quelque chose. Oui, allez-y. Moi, je trouve que des présentations comme aujourd'hui, puis toutes les séances d'information que vous nous offrez dans le fond la chance de présenter les projets. Moi, je trouve que ça fait un genre de partie d'une communauté de collaboration pour qu'on puisse apprendre qu'est-ce que les autres font, puis savoir qu'est-ce qui est disponible en français partout au Canada. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle plage pour partager nos projets. Dans le cadre des formations collégiales, comme nous, on offre, exemple, le micro-programme, ben, nous, on travaille vraiment avec la rétroaction des candidats qui nous permet de pouvoir faire des suivis puis de s'ajuster au fur et à mesure là, qu'on avance dans ces projets-là. C'est ce que je pourrais ajouter là, pour l'instant. Merci. Oui, tout le monde en même temps, tout le monde, la tête qui hoche, tout le monde est d'accord. Là. Merci d'avoir apporté les points. Madame Isabelle, est-ce qu'il y avait autre chose, Madame Tremblay? On a tout ouvert. Oui, c'était la même chose pour nous aussi. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. Dans notre cas, la communauté de pratique vraiment prend son sens. On a besoin d'échanger. On le fait, nous, sur le terrain, entre nous, voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, des activités qu'on veut partager. Donc, c'est quelque chose de primordial pour la santé quand on implante un nouveau programme. Mais merci à vous toutes là, pour les partages aussi généreux puis d'avoir participé. C'est ceci qui met fin à notre dernière séance virtuelle de plein feu. La CUFC aimerait remercier tous les sous-bénéficiaires qui ont présenté leurs projets au cours des 9 webinaires de la série Plein feu sur les projets, ainsi que les gens qui ont assisté et ceux et celles qui ont contribué à l'organisation et la diffusion de cet événement. La CUFC aimerait aussi remercier le gouvernement du Canada pour leur appui financier et la collaboration de ses partenaires nationaux, la Commission nationale des parents francophones, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, le Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada et la Société Santé en français. Quelques petits rappels. Tous les webinaires seront disponibles à partir de ce vendredi sur le site Plein feu sur les projets de la CUFC. La campagne de valorisation nationale des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance est toujours en cours. Vous pouvez consulter la page web de la campagne qui va apparaître dans le chat et y référer des gens qui voudraient découvrir les formations initiales en petite enfance
offertes en français dans leur région ou à distance. Enfin, comme vous le savez, il s'agissait de la première édition de l'événement Plein Feu sur les projets et l'ACUFC a besoin de votre rétroaction pour évaluer la réussite de l'événement. Nous avons mis un lien vers un sondage dans le chat et je vous invite à aller le remplir. Ça vous prendra quelques minutes, ça vaut vraiment la peine et sachez que votre rétroaction compte est vraiment importante. Le lien vers le sondage vous sera également envoyé par courriel dans les prochaines minutes. C'est ce qui met officiellement fin au webinaire. Ce fut tout un plaisir pour moi de vous accompagner aujourd'hui et à vous faire découvrir des initiatives extraordinaires en petite enfance. Le secteur de la petite enfance se porte mieux grâce à tous vos efforts dans la mise en œuvre de vos initiatives. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous invite à poursuivre vos efforts à ce secteur important au Canada. Bonne fin de journée à vous tous et merci.